Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 9. « 1943. Dans une petite ville de l'Est de la France, une jeune fille assiste à l'assassinat de sa mère. La police conclut à un suicide, mais l'inspecteur Victor Malusier n'y croit pas. Et pour prouver qu'il a raison, il devra affronter l'histoire. La complainte des Bourbaki. Épisode 1. Avant de vous laisser plonger dans le premier épisode de cette 9e saison, laissez-moi vous apporter 2 petites précisions. Tout d'abord, sachez que, contrairement aux saisons précédentes, nous ne serons pas ici dans du fantastique, mais bien dans du policier, avec sa dose de mystère toutefois. Ensuite, il est important de vous donner un petit contexte historique. Ce podcast se déroule dans la région de Pontarlier, une petite ville située dans l'est de la France, à proximité de la Suisse, et pendant la Seconde Guerre mondiale, proche de la ligne de démarcation. Occupée dès juin 1940, elle traversa les 4 années suivantes comme beaucoup d'autres, avec ses instants de gloire et ses moments de honte. Au début du roman, en 1943, l'instauration du service du travail obligatoire, STO, en février, pousse de nombreux jeunes vers la résistance qui, dans la région, étaient déjà active avant cela. Le récit est fictif, bien que faisant référence à certains faits historiques. Les protagonistes n'ont pas existé, même s'ils croisent quelques personnages réels. À noter également que, au sud de la ville, se trouve une cluse qui pendant longtemps a été un passage obligé pour se rendre en Suisse. Elle est surmontée de 2 forts impressionnants qui en ont barré le passage à une autre époque et qui ont été des éléments importants de la défense de la frontière. À vous maintenant de faire un voyage dans le temps. Bonne écoute. L'averse avait été aussi soudaine que violente. Le ciel, complice complaisant, avait laissé les nuages cacher ses étoiles et lâché sur la petite ville de grosses gouttes fraîches qui heurtaient les trottoirs dans un tintement aux sonorités bien peu musicales. 2 factions devant la commandanture, le premier classe Friedrich Juncker avait reçu l'appui avec un juron guttural apporté directement de son Allemagne natale. Il avait remonté le col de son uniforme, sur les revers duquel 2 sigles en forme d'éclair témoignaient de son appartenance à la Waffen-SS. Puis, il avait fait quelques pas, en long, en large, à l'abri de la gouttière pour tenter vainement de se réchauffer. Un bruit de moteur aiguisa son attention. Il vit dans l'obscurité arriver une traction au phare bleuté qu'il reconnut immédiatement. Comme à chaque fois que les gradés avaient un repas, sur le coup de 11h du soir, le colonel Franz von Greifendemmler venait fumer sa cigarette ici et tailler un bras de causette avec le soldat de garde. La voiture s'arrêta au beau milieu de la grande rue, juste devant lui. Le colonel était un grand gaillard aux cheveux gégominés. Son visage rude était presque sans menton et un nez fin séparait 2 yeux bleus, froids et intelligents. Son uniforme noir et argent, aux armes aussi de la SS, paraissait avoir été taillé sur mesure et mettait bien en évidence sa carrure sportive. Von Greifendemmler avait 2 grandes fiertés. Ses origines nobles, qui le faisaient descendre d'une lignée de militaires qui avaient été présents sur tous les fronts de guerre prussienne depuis 1870, peut-être même avant, et son grade, gagné sur le front lors de l'invasion de la Pologne. Son orgueil étouffant enlevait tout charme à son intelligence et en faisait un bien piètre compagnon pour quiconque n'avait pas la chance d'être son égal. Cependant, il avait un grand respect pour les combattants et cette attitude distante surprit un peu Friedrich. Mais finalement, comme à son habitude, après avoir allumé sa cigarette, le gradé s'approcha de Juncker et entama avec lui une conversation anonyme, dont le ton poli rassura le soldat.
Pas une fois, l'officier ne le regarda vraiment. Ses yeux se baladaient dans tous les sens, paraissaient, sans succès, chercher quelque chose. Après 15 minutes d'un échange portant sur des sujets aussi importants que le temps ou la douceur de l'Allemagne lointaine, von Greifendemmler se coupa brusquement au milieu d'une phrase. Il s'excusa à peine et, remontant le col de sa veste pour échapper un tant soit peu à la pluie, traversa la rue en courant. Il disparut derrière un important édifice qui n'était autre que la mairie et réapparut presque immédiatement de l'autre côté. « Quelque chose ne va pas, colonel » demanda Junker en armant son fusil. « Non, soldat. » répondit l'officier avec un geste d'apaisement. « J'avais cru voir quelqu'un, mais cela n'était qu'une fausse alerte. Il vaut mieux que je rentre me coucher maintenant. J'ai bien pris l'air, je digérerai plus calmement. » Junker regarda l'attraction s'éloigner. « Quel drôle de personnage, pensa-t-il. Complètement lunatique. » Friedrich leva les yeux au ciel. Il vit un éclair zébrer le ciel noir. Elle entendit les tonnerres qui répondaient à l'éclair, et c'est ce qui la réveilla en sursaut. La pluie frappait les volets violemment, semblant vouloir forcer la fenêtre. Un second coup résonna. Élise frotta son front plein de sueur. Elle venait de faire un rêve désagréable qui s'effaçait déjà lentement des limbes encore embrumées de sa mémoire. Elle serra son petit ours en peluche et poussa un gros soupir. Du haut de ses 7 ans, elle fit preuve d'un courage immense. Elle n'appellerait pas maman. Elle lutterait seule contre ses fantômes et trouverait, sans aide, le chemin qui la ramènerait au sommeil. Elle eut beau se retourner des dizaines de fois dans tous les sens, elle n'entendit pas la voix de Morphée qui semblait bien faible face au bruit de l'orage. Elle quitta son lit. De l'autre côté de la fenêtre, entre les lamelles des volets, elle devina dans la rue, en contrebas, l'ombre d'un soldat allemand qui montait la garde devant la commandanture voisine et qui s'était décalé juste devant le magasin de mademoiselle Genet pour trouver plus sûrement la protection d'une avancée de toit. Elle le vit souffler dans ses mains pour se réchauffer, taper un peu du pied. Un autre éclair illumina le ciel et presque immédiatement le tonnerre qui s'était rapproché gronda violemment. L'Allemand repartit en direction de son poste de garde et disparut derrière le mur. Entrecoupée de sanglots, la mélodie monta lentement de la pièce voisine et vint surprendre Élise entre 2 bruyants coups de tonnerre. La jeune fille tendit l'oreille et reconnut dans la chanson triste, dont elle ne parvenait pas encore à identifier la mélodie, la voix de sa mère. C'est autant d'étonnement que de peur qui envahirent alors l'enfant. Elle s'approcha à pas de loup de la porte de sa chambre qui s'ouvrait sur le salon. Le trou de la serrure l'invita à assouvir sa curiosité, tandis que la voix se faisait plus forte. Elle serra davantage son ours en peluche et colla son œil contre le Judas improvisé. Sur la table du salon dansait la flamme timide d'un cierge que maman s'était procuré et qu'elle allumait chaque jour en l'église Saint-Bénigne pour s'assurer du retour en bonne santé de son époux retenu en Allemagne. Dans la lumière vacillante de la bougie, elle devina une ombre agenouillée et tremblante. Elle reconnut enfin la chanson que sa grand-mère lui chantait parfois. La jeune fille n'en percevait pas vraiment le sens, mais la mélodie, simple et répétitive, lui restait longtemps en tête. Élise aurait voulu entrer dans la pièce, se précipiter vers sa mère qu'elle sentait inquiète et mal à l'aise, mais son instinct la paralysait totalement, persuadée qu'au-delà de la porte se trouvait un immense danger. Comme le dernier couplet se terminait, tout alla très vite. Il y eut une ombre qui agita la flamme au point de l'éteindre, puis un claquement sec, violent, comme si le tonnerre avait frappé juste à ses pieds. L'obscurité fut le seul spectacle qui s'imposa aux yeux d'Élise avant que quelqu'un ne rallume le cierge. Elle se dressa d'un bond, ne comprenant que trop, malgré son âge, le drame qui venait de se jouer dans la pièce à côté. Elle aurait encore plus que tout à l'heure voulu se précipiter, mais une fois de plus, son instinct de survie fut le plus fort. Elle se leva précipitamment et pourtant sans bruit, et se réfugia sous son lit. Son cœur battait à tout rompre, et tout s'accéléra encore lorsque la porte de la chambre grinça. Ses yeux, bien habitués à l'obscurité, virent juste des chaussures se déplacer. Elles allèrent jusqu'à la fenêtre, s'y arrêtèrent, traversèrent la chambre jusqu'au mur opposé, y hésitèrent, vinrent tout près du lit, à quelques centimètres à peine de son visage. Élise sentait l'odeur du cuir mouillé, celle de la boue, et tout cela lui soulevait le cœur. Pourtant, elle ne bougea pas, retint sa respiration, et les 2 chaussures quittèrent la pièce.
le lit lui fournissait un abri sûr qu'elle ne put se résoudre à abandonner. La pluie et l'orage s'étaient éloignés, et Morphée put enfin lui parler. Elle s'endormit, souhaitant inconsciemment qu'au réveil, tout cela ne fût qu'un mauvais rêve. Très vite après l'orage, l'été avait repris ses droits. Et c'est sous un soleil de plomb, en ce début de matinée d'août 1943, que les Potissaliens vaquaient à leurs occupations. Le Bosch était bien là, dans la grande rue, en face de la pharmacie avec le foyer du soldat, devant l'école de filles qui abritait la commandanture, à l'hôtel de la Poste où se trouvait le commandement de l'état-major allemand, et même jusqu'au-dessus de la porte Saint-Pierre, ancienne entrée de la ville fortifiée, dont la girouette avait été remplacée par une croix gammée. Mais tous feignaient de l'ignorer, appliquant ainsi les recommandations que Raymond Vautier, l'ancien maire expulsé en 1940, leur avait données. Ignorer l'envahisseur et continuer à œuvrer comme s'il n'était pas là. Après 3 ans, cette résistance passive se poursuivait, et même si elle avait été rejointe par celle plus active des maquis, elle était le moyen d'enlever un peu d'amertume au goût de la défaite. Une bonne preuve que si l'occupant avait envahi les lieux, il ne possédait pas encore les armes. Dans un petit bureau du commissariat de police au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville, Victor Malusier relisait une lettre qu'on lui avait adressée le matin même. « Monsieur l'inspecteur, c'est parce que je sais parfaitement où est mon devoir et que je suis bien conscient de tout le mal que la juiverie a fait à la France que je prends ma plume pour vous signaler les activités antipatriotiques du sieur Antoine Magnon, résidant à la ferme La Genotte. Il fait passer la frontière à des fugitifs dont la plupart, j'en suis certain, sont des juifs. Souhaitant que mon intervention me permette de mettre fin à tout cela, je vous adresse le salut. » Le jeune homme secoua la tête d'un air désespéré. « Eh bien sûr, c'est pas signé. » soupira-t-il, ne pouvant retenir sa colère. « Le courage a ses limites. » Il retourna la feuille pour y chercher une trace quelconque, mais le collabo avait été prudent. « Heureusement que cet imbécile n'a pas envoyé ça à la Gestapo. » Victor sortit de sa poche un briquet et sans la moindre hésitation mit le feu à la lettre. Il la regarda se consumer lentement, la laissa tomber au sol et finit de l'achever en la piétinant. La porte de son bureau s'ouvrit pour laisser passer la silhouette toute ronde du commissaire Robe. Comme un enfant pris en faute, Malusier piqua un phare, mais prisonnier de l'inquiétude qui fermait son visage, le commissaire ne remarqua rien. Il vint prendre la place en face de son subordonné et prit une large respiration et quelques secondes pour trouver ses mots. « On vient de nous signaler un suicide. » dit-il alors d'une voix malaisée et le regard baissé. « Une personne que vous connaissez. » Une étrange sensation d'étranglement serra le cou de Malusier. Une série de noms et de visages défila dans sa tête. La pause du commissaire ne dura que le temps d'un soupir appuyé, mais le cœur de l'inspecteur battit plus que de raison pendant cette courte période. « Oui, c'est Vermeau. » Victor eut l'impression que bien des choses s'écroulaient autour de lui. La douleur vint lui caresser la nuque, provoquant à cet endroit comme une piqûre d'un dard de frelon. « Je me rends sur place. » poursuivit le commissaire, sans oser relever la tête. « Si vous souhaitez m'accompagner. » Les 2 hommes sortirent dans la rue et la traversèrent. Ils passèrent devant un magasin de fruits et légumes et Victor jeta un coup d'œil absent sur l'énorme banane en plastique qui décorait la vitrine. Ils pénétrèrent sous un porche, montèrent quelques étages et arrivèrent sur un palier où, en plus des WC, se trouvait un policier en uniforme. « Bonjour, commissaire, dit ce dernier. « Inspecteur, lança-t-il en direction de Malusier, je vais vous conduire. » Chaque marche était une épreuve, et pour la surmonter, Victor fit appel à son professionnalisme. Se forçant à oublier les liens qui l'unissaient à la victime, il s'approcha de Robe et lui posa la question que tout policier posait en cette circonstance. « Les Boches sont au courant ?»« Oui, mais les signes sont nobles. Le grand Sonderführer ne devait pas avoir fini sa bouteille et a affirmé que pour ce type d'affaires, la police française ferait bien affaire. » Je ne suis pas sûr de vouloir l'avoir ainsi. Comme ils arrivaient à l'étage, le commissaire se décidait enfin à s'arrêter. Il fit face au jeune inspecteur pour lui répondre sur un ton paternaliste et rassurant. Vous êtes ici depuis combien de temps, Malusier? 2, 3 mois? Votre mutation en Pontarlier n'est pas plus ancienne. Dans une ville comme Lyon, ce type de choses, vous avez dû en voir plus d'une fois. Oui, mais je ne connaissais pas la victime. Il y avait à l'étage où il venait d'arriver 2 portes d'appartement.
Le commissaire repartit en direction de celle qui était ouverte et où le policier en uniforme venait de disparaître. Rob et son collègue entrèrent dans le salon après avoir traversé un petit couloir aveugle où 2 autres portes donnaient, l'une sur la cuisine, l'autre sur la chambre de la victime. La pièce n'était pas bien grande. Une bibliothèque contenait quelques livres mal rangés, une table carrée au coin abîmé conservait les séquelles d'une bougie que l'on avait laissée brûler sur son plateau. Fenêtres et volets étaient demeurés, comme les policiers l'avaient trouvé, fermés. Par habitude, par réflexe un peu idiot, Malusier fouilla du regard, comme s'il découvrait pour la première fois ce salon dans lequel, pourtant, il était déjà venu à plusieurs reprises. Ses yeux se posèrent sur le sol, au milieu de la pièce, où le corps de Lucie était recouvert d'un drap blanc de teinte et rouge de sang, qui cachait son visage mais laissait voir le bas de son corps. Malusier ressentit les prémices d'un malaise. Souvent, sur les lieux d'un crime, il avait cette vague hésitation, ce goût amer, cet étrange malaise, mais ici, tout était plus fort. 3 policiers en tenue attendaient là l'arrivée de leur chef. « Je vous écoute. » lança Rob au plus âgé d'entre eux, en guise de toute entrée en matière. C'est le voisin, monsieur Paul Vigeon, qui l'a découverte, sur le coup des 8 heures ce matin. Il a entendu la gamine hurler. La gamine? Coupa Malusier. Et Élise était présente? Oui, reprit le policier. Nous avons fait conduire la petite à l'hôpital pour que les sœurs s'occupent d'elle, mais elle n'a pas ouvert la bouche et ne répond à aucune question. Je vois, Répondit Malusier. Poursuivez. Insista Rob. Comme les cris n'arrêtaient pas, Vigeon est venu frapper. Cela ne répondait pas. Il s'est inquiété, il est descendu nous chercher. Nous n'avons pas eu plus de succès que lui, alors on a défoncé la porte et on a trouvé la jeune femme là, avec le pistolet dans la main. un pistolet? S'étonna Malusier. Et les Allemands n'ont rien dit? C'est étonnant, en effet. Intervint Rob. Mais l'arme est un vieux guerre parabellum de fabrication allemande. Avant la guerre, il y en a eu énormément, et même l'armée française en était équipée. Probable qu'elle l'ait récupérée pendant la débâcle. Le commissaire se retourna vers le policier et l'invita à poursuivre. On n'a rien remarqué de particulier, si ce n'est que l'appartement était complètement clos et qu'en conséquence, il s'agit sans aucun doute d'un suicide. Le dernier mot résonna plusieurs fois dans la tête de Malusier en lui déchirant le crâne de douleur. Il n'imaginait pas une seconde Lucie, sa Lucie, se donner la mort ainsi et là. Même l'évidence ne trouva pas grâce à ses yeux. Il chercha à fuir cette dernière en fouillant l'appartement à la recherche de quelque chose qui laisserait voler en éclats cette pourtant solide théorie de suicide. La chambre d'Élise, qui s'ouvrait sur le salon, était petite également, parfaitement rangée, si l'on acceptait le lit défait. Les volets clos laissaient passer de très rares et très minces filets de lumière. Malusier retourna au salon, traversa le couloir et rendit visite à la cuisine. Ici aussi, tout était clos. Il s'approcha de la fenêtre pour vérifier qu'elle était bien fermée et manqua de glisser sur le sol humide. Il se retint à la table, ce qui lui parut d'une solidité des plus relatives, et soupira un grand coup lorsqu'il eut retrouvé son équilibre. Au fond de la pièce, un meuble à l'allure peu glorieuse protesta dans un couinement outré lorsque le policier l'ouvrit. Il ne renfermait pourtant que des verres et des assiettes parfaitement alignés dans un rangement quasi militaire. Rien. L'appartement ne dévoilait rien. Et pourtant Malusier voulait, devait trouver. Une nouvelle vague de désespoir le submergea et il se laissa choir sur une chaise qui se trouvait là. Rob apparut dans la brasure de la porte et parut sincèrement affecté par l'abattement de son collègue. « Malusier, Pensa-t-il sur un ton bourru dont il ne se défaisait que rarement. rentrez chez vous. Vous avez besoin de repos, et dans votre état, vous ne serez pas d'un grand secours. » L'inspecteur ne fit aucun commentaire. Il se leva, quitta la pièce, l'appartement, l'immeuble et vogua tristement sur le trottoir jusqu'à disparaître dans la rue de la Gare. Le commissaire Jean-Claude Rob était un homme peuplé de paradoxes. Petit et rond, semblant toujours devoir reprendre son souffle, il était un vrai sportif qui, avant la guerre, s'était illustré plusieurs fois dans des courses de vélo. Assez laid, avec de grosses lunettes posées sur un nid digne de Cyrano devant une paire d'yeux globuleux, il n'avait pas son pareil pour séduire les femmes, et d'ailleurs, la sienne en souffrait assez. D'apparence résigné au malheur qui frappait son pays, il donnait toujours l'impression d'obéir aux consignes des Allemands avec un zèle terrorisé par leur puissance. Très peu savaient que pendant la Grande Guerre, il s'était comporté en héros et que le retour du Boche l'avait poussé vers la résistance. Toujours bourru, souvent froid et difficile d'accès, cassant et parfois arrogant, il cachait en fait un cœur plus tendre que le beurre. La douleur de son inspecteur n'avait pas laissé chez lui une vague indifférence. Il avait abandonné les lieux très peu de temps après Malusier et laissé ses hommes se charger des détails. Il tenta bien une diversion pour s'occuper d'esprit et entreprit de rédiger le rapport.
Et face à sa machine à écrire, les mots fuyaient un peu comme l'eau entre les mains disjointes. Bizarrement, ce n'était pas la victime qui l'avait le plus marqué. C'étaient les larmes dans les yeux de Malusi. Il appela son second. L'inspecteur Monet entra comme à son habitude, sans prendre la peine de frapper. Il prit place juste en face de Rob et s'adressa à lui sans une seconde prendre les égorts que l'on doit à un supérieur. Rob ne s'en offusqua pas. 23 ans qu'ils travaillaient ensemble. Leur relation était depuis longtemps sortie du simple cadre professionnel. Qu'est-ce que tu penses de Malusi? Demanda le commissaire. Rien. Répondit Monet après avoir laissé passer un court instant et sa surprise devant cette étrange question. Bon, Reprit Rob un peu agacé. alors, qu'est-ce que tu veux? À froid, Monet ne savait pas grand-chose. Du moins rien de plus que ce que savait son interlocuteur. Mais il le connaissait bien et savait pertinemment qu'il valait mieux qu'il évite cette réponse. Il fouilla donc rapidement sa mémoire. Les conversations qu'il avait pu avoir avec le jeune inspecteur, ce qu'il avait appris par les autres et toutes les anecdotes qui lui revinrent alors. Tout ça ne lui prit pas plus de 30 secondes. Eh bien, je sais qu'il est originaire du coin, qu'il est parti sur Lyon avec sa famille, il y a quelques années. Son père est instituteur, Monet rassembla de nouveau ses idées. il dit qu'il a demandé à revenir ici parce que la région lui manquait. Mais apparemment, c'est plutôt que la collaboration avec les Bosch là-bas lui posait problème. Je me demande même si ce n'est pas une mutation forcée. Ouais, c'est tout, enfin, je crois. Il connaissait bien les Civermo? On sait qu'ils se voyaient, mais apparemment, en tout bien tout honneur. La jeune femme était mariée. Ils étaient amis d'enfants, je crois, rien de plus. Ouais. La douleur que j'ai vue chez Malusi tout à l'heure n'était pas celle d'un ami d'enfance. Je suis sûr que le gaillard était fort amoureux. Qu'est-ce que cela change? Rien. Répondit Rob perdu dans ses pensées. Rien du tout. Bon, tu permets? Monet fit mine de se lever. Je t'en prie. Comme l'inspecteur allait quitter la pièce, il se ravisa. Tu veux venir manger à la maison? Non, non, je te remercie, je dois aller voir Malusi. Il était un peu moins de 12 heures lorsque Rob frappa à la porte de Malusi. Une voix familière lâcha un entrée distant. L'appartement se résumait à une cuisine et une chambre un peu sombre et meublée de briques et de brocs. Assis à une table massive dont l'aspect tranchait du reste du mobilier, Victor regardait, sans bouger, comme hypnotisé, une bougie se consumer lentement. Rob se racla le fond de la gorge, mais Victor resta concentré sur la flamme. C'est un endroit étrange pour faire brûler un cierge. Lança le commissaire en espérant nouer un début de dialogue. Je veux savoir à quelle heure elle est morte. Quel intérêt? Je veux savoir, c'est tout. Bien, et en quoi cette bougie va vous aider? C'est le même cierge que celui qui a brûlé sur la table de ici. Quand les policiers sont arrivés vers 8 heures, il finissait de se consumer. Je calcule combien de temps met celui-ci pour... D'accord. Pas Rob. Pas bête du tout. Vous feriez un bon flic. Malusi eut un sourire, c'était un pas en avant. Rob vint s'asseoir près de lui. Je suis désolé. Malusier tourna enfin la tête et fixa son supérieur avec une vraie gratitude dans le regard. Vous n'y êtes pour rien. Ouais, si. Comment? Je n'ai rien vu venir. Je la voyais souvent et je n'ai rien vu venir. Et maintenant, j'essaie de m'exonérer en voulant prouver que ce n'est pas un suicide. Mais c'est nier l'évidence. Tout était fermé. Elle était à bout. Son mari retenu prisonnier en Allemagne, seul pour s'occuper de sa fille. Quasiment pas de revenus. Je n'ai rien vu du tout, c'est tout. Rob posa une main amicale sur l'épaule de Victor. Il aurait aimé lui dire quelque chose, mais rien ne venait, excepté quelques rares phrases d'une affligeante banalité. Mais je sais ce que je peux faire pour me racheter un peu. Veiller sur sa fille, prendre soin d'Élise jusqu'au retour de son père. À suivre.